Bienvenue à Culture en Migration, un podcast de rencontres inspirantes à la découverte d'expressions culturelles d'ici et d'ailleurs. Un endroit d'échange et de curiosité, un espace-temps où les questions nous amènent à bien plus que des réponses. Nous sommes une écrivaine, Elisa De Angelis, et une journaliste, Julie Guépara, deux femmes passionnées de culture, intéressées par la diversité et par ses manifestations vivantes. À t'entendre parler, je pourrais presque les imaginer, ces femmes. Elle qui respirait à son rythme, l'autre que personne ne lui avait enseigné, l'autre pour laquelle c'était dur d'être prise au sérieux. Toutes celles auxquelles on a volé. À t'entendre parler, je comprends mieux l'injustice sans recours. Je peux presque les voir, je les imagine bien, ces femmes, à ce moment précis où elles ont vu que quelque chose leur avait été arraché des mains, de l'âme, de la plume, du souffle. J'imagine aussi toutes celles qui ne l'ont jamais su, et toutes celles qui demeurent inconnues. Elles qui offraient leur souffle à cet instrument et auxquelles l'histoire a volé leurs intentions et leur créativité. C'est presque le même morceau, c'est à peu près le même riff, mais c'est peut-être moins genré. Comme si leur air, projeté entre la langue et les notes, était moins digne de respect, juste pas reconnu en fait. À t'entendre parler, j'ai envie de me rappeler des artistes invisibilisés, des femmes artistes auxquelles on demande de rester discrètes dans la pénombre. Pas de gestes éclatants, on n'exagère pas avec tes propos, et si tu dois montrer du doigt, que ce soit au moins sexy. Elles donnaient un son à leur âme, plus qu'une voix à leurs envies. C'était l'époque, on dirait. Maintenant, ça a changé. Maintenant, les femmes ont-elles vraiment droit à leur blues ? Bonjour Berthe et bienvenue à Culture en Migration. Merci, bonjour. Alors on a le plaisir de te découvrir aujourd'hui et surtout tu vas nous faire découvrir un drôle d'instrument. Je joue de l'harmonica diatonique, ou de l'harmonica blues, enfin voilà, il a plusieurs sobriquets. Et voilà, j'en joue dans plusieurs formations et je donne aussi beaucoup de cours d'harmonica diatonique. Voilà. Et un passionné de blues de manière générale, voilà, sous toutes ses formes. Et alors tu précises harmonica diatomique ? Diatonique, oui, effectivement. En fait, il y a différents types d'harmonica. Il y a des harmonicas qui vont avoir toutes les notes et d'autres qui n'en ont pas. Donc il faut essayer de s'imaginer un piano avec des notes en moins, quoi. Des collections de notes, en tout cas, incomplètes. Et voilà. Et c'est un son un peu particulier, en fait, surtout ça qu'il faut retenir indépendamment de l'aspect technique. Voilà. C'est un son un peu différent que le chromatique, quoi. Donc le chromatique, ça va plutôt être Larry Adler et, je sais pas moi, Toots Thielemans, par exemple. Et le diatonique des harmonicistes blues qui sont, enfin, vous connaissez peut-être Little Walter, Big Walter Horton, Sonny Boy Williamson, etc. Donc si tu voulais nous faire quelques petites notes pour pouvoir immerger déjà nos auditeurs et auditrices dans ton univers. Avec grand plaisir, oui. Alors un instrument clairement original et alors ce que on ne voit pas forcément quand on ne fait que l'écouter, c'est qu'il y a quand même tout un jeu de mains, c'est bien, en fait il y a plein de choses dans cet instrument qu'on ne voit pas, auxquelles il faut faire attention. Oui, tout à fait. Oui, c'est un instrument qui a cette particularité aussi d'être un petit peu. C'est très très intime. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, mais le jeu de main, c'est effectivement une des choses qu'on voit. Et avec ses mains, on va pouvoir en fait sculpter le son. Il faut s'imaginer comme si là maintenant je me mets à mettre ma main devant ma bouche et puis que je retire ma main, ça va un peu moduler le son et donc ça donne un petit côté vocal. Donc voilà, ça fait partie des effets de jeu qui sont utilisés. Ouais. Et donc, en termes musicaux, tu as quand même une petite préférence pour l'univers blues. Est-ce que c'est justement pour cette richesse de mouvement et pour ce côté diatonique ? En fait, l'instrument, en fait, finalement, il est, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus personnel. Je pense que le rapport que chaque personne a avec un instrument, c'est quelque chose qui est très
intime. Donc en fait, je sais pas trop pourquoi l'harmonica. J'ai découvert ça un peu par hasard. Je me suis dit cool, on fait de la musique avec l'entièreté de sa respiration, on aspire et on souffle, et tout ça est utilisé pour faire de la musique. Mais bon, ça finalement c'est assez secondaire, mais je dirais que c'est surtout la musique qui m'intéresse. Oui, le blues a vraiment cette... j'ai dit tout à l'heure sous toutes ses formes parce que c'est une musique en fait que je retrouve partout. Voilà, sans mauvais jeu de mots, référence approximative, toute la musique vient de là. Mais effectivement, voilà, c'est ça que j'aime bien, quoi. Et j'aime bien bah, tant les formes vraiment les plus anciennes de blues, donc le blues rural que le blues électrique, mais qui a donné après le rock and roll et voilà, et puis plein d'autres choses par la suite, quoi. Voilà, la soul aussi, je suis un gros fan de soul, de rock and roll aussi, de musique garage, etc. C'est plein de manières différentes en fait de parler du blues, qui est une musique tout en ambiguïté en fait, et qui a un truc un petit peu particulier, je dirais, dans les musiques populaires de manière générale, quoi. Voilà, donc c'est une musique qui a beaucoup voyagé aussi. Tu disais que c'était donc la source des autres types musicaux. Comment est-ce qu'on peut l'affilier comme une des premières sources dont est né un autre courant? En fait, je parlais tout à l'heure du fait que c'était une musique tout en ambiguïté. Alors effectivement, elle l'est déjà, sans rentrer dans trop de détails, mais elle l'est déjà mélodiquement. Il y a quelque chose de très très surprenant harmoniquement aussi. C'est quelque chose qui est vraiment complètement à part. Alors je vais peut-être parler plus du texte. En fait, voilà, ça va être dans un seul et même couplet. On peut avoir I hate to see you go, but I love to see you walk away. Il y a quelque chose comme ça toujours qui est en ambiguïté. Et la musique, quelque part, reflète un petit peu ça aussi. On va passer dans une même phrase de quelque chose de plutôt joyeux. Et puis la phrase suivante. Donc il y a toujours une espèce de danse un petit peu finalement entre les deux qui se retrouvent au niveau des notes, des mélodies, du texte, etc. Et en fait, cette manière de cultiver l'ambiguïté, je la retrouve dans beaucoup d'autres styles. Voilà, je parlais tout à l'heure de garage. Pour moi, c'est la même chose. C'est des gros fans de blues aussi. Voilà, tous ces musiciens américains qui essayaient de faire comme les Beatles et qui finalement le faisaient de manière un petit peu gauche. Et ça a donné quelque chose en fait qui a après devancé de quelques années peut-être le punk bien plus tard. Voilà, dans la soul, il y a aussi beaucoup d'ambiguïté. Ça peut être des textes qui sont peut-être un petit peu plus du côté, on va dire, on the bright side of things, quelque chose qui est un petit peu plus léger. Mais en même temps, on retrouve aussi dans la musique toutes ces ambiguïtés-là, en fait, voilà, c'est toujours une question d'équilibrage. Il y a des blues qui vont être un petit peu plus du côté, je dirais, un petit peu plus sombre et pesant, et d'autres qui vont être un petit peu plus de l'autre côté, qui vont être un petit peu plus enjoués, et dans le même morceau, évidemment, on peut passer de l'un à l'autre. Donc cette manière de cultiver les ambiguïtés, en fait, qui est vraiment c'est vraiment particulier à ce style, en fait, et je le retrouve sous plein de manières différentes dans tous ces styles, mais on pourrait encore aller beaucoup plus loin, bien sûr. Et donc dans tous ces styles et dans le blues, il y a d'autres instruments que l'harmonica. Ouais. Comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Pourquoi avoir fait le choix de l'harmonica? Et est-ce que tu joues en groupe? Et si oui, comment tu trouves ta place en tant qu'harmoniste? Ok, très bonne question. Il y en a plein. Je vais essayer du coup d'y répondre une par une. Alors la question déjà de l'harmonica, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, je dirais, outre ce que j'ai expliqué, le fait de faire de la respiration de faire de la musique avec sa propre respiration, c'est peut-être juste le son, ce côté très très vocal qui effectivement m'attire beaucoup. J'aime bien les limitations de cet instrument, donc voilà, avec ce côté diatonique sur lequel tu es revenu plusieurs fois tout à l'heure, on n'a pas toutes les notes. Alors c'est un peu une espèce de leçon d'humilité. Parfois on a envie de faire des phrasés qui sont super compliqués, denses et machin, et en fait en réalité la solution elle est dans autre chose. Enfin, l'émotion on peut la transmettre avec des choses très très simples, avec une note que je peux crier et puis après murmurer, et donc ce sera pas la même émotion non plus, évidemment. Donc ça c'est peut-être plus du coup une manière de répondre à cette question là qui est assez personnelle. Pour ce qui est des autres instruments, c'est très vaste en fait au niveau du blues. L'harmonica, c'est vrai que pour revenir un petit peu à cet instrument-là, c'est plutôt lui en fait qui va être associé, l'harmonica diatonique en particulier, qui va être associé au blues en fait plus particulièrement.
Et donc voilà, mais ça se joue avec des guitares, ça se joue avec de la contrebasse ou basse. Les guitares sont super importantes dans ce setup-là aussi, de la batterie. Ça peut aussi jouer avec du piano, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça a pu être aussi avec d'autres instruments un peu plus, on va dire, bricolos. Ça a pu se faire aussi avec des washboards, donc des planches à laver. Ça a pu se faire aussi avec des violons, enfin avec plein de choses en fait, sous plein de formes différentes. Et je dirais, pour répondre à une autre de tes questions aussi, comment est-ce que moi je trouve ma place dans un contexte musical? Est-ce que j'ai des projets? Alors oui, j'ai eu effectivement pas mal de projets. Pour l'instant, je travaille surtout pour d'autres groupes, et je dirais que moi, mon kiff, ce que j'aime vraiment bien, c'est surtout accompagner en fait les solos. M'intéresse pas tant que ça. C'est pas que j'aime pas, mais je préfère accompagner et me dire ok, je fais partie d'un ensemble musical, et j'essaye d'apporter un peu ma touche. Donc je prends beaucoup de plaisir à essayer d'accompagner, et je dirais que mes sources, la manière dont je prends ma place là-dedans, c'est peut-être à la manière d'une section cuivre peut-être. Donc voilà, essayer d'un peu aller choper les points de force dans un morceau, essayer d'un petit peu les accentuer sans marcher sur les pieds d'autres personnes. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et est-ce que c'est pas justement la complexité quand on arrive en tant qu'harmoniste de se dire comment est-ce que je vais être perçu dans ce groupe? Est-ce qu'ils disent oui, ok, super instrument, on va l'ajouter, mais qu'en fait les autres musiciens ne sont pas très habitués à travailler en groupe avec quelqu'un qui joue de cet instrument? Oui, c'est vrai. De ce point de vue-là, on a aussi, c'est vrai que c'est un instrument qui est, enfin, moi je l'aime vraiment beaucoup, mais on a aussi cette fâcheuse. C'est un instrument en fait qui peut facilement venir gâcher un ensemble aussi, parce qu'il est très imposant. Il a un son vraiment en plus extrêmement typé. Alors si on l'entend tout le temps dans un morceau, ça peut vite être pompant, et on peut se dire bon, l'harmoniciste là, au bout d'un moment, bon, il serait peut-être bien qu'il laisse un petit peu d'espace, parce que la musique c'est aussi des silences évidemment. Donc voilà, donc je dirais que c'est surtout ça le truc qui est peut-être le plus difficile en fait, c'est d'accompagner en fait, le plus gai aussi. Voilà, moi c'est ce que je préfère très clairement, mais ça demande aussi, je pense voilà, c'est un travail sans fin quoi, beaucoup de finesse. De nouveau, il faut jouer avec la dynamique, il faut pouvoir murmurer, vraiment y aller tout doucement, parce que si évidemment si on parle en pleine voix par-dessus du chant par exemple, ça ne va pas du tout. Parfois il faut choper les respirations, mais pas prendre tous les espaces, parce qu'il y a peut-être d'autres instruments qui ont envie de complémenter une voix par exemple, ou ce genre de choses là, donc voilà, mais c'est vrai que c'est un instrument qui n'est pas beaucoup demandé, ouais, effectivement, ou alors c'est très spécifique. Bon, voilà, je joue dans un groupe de blues, voilà, sur ce concert-là, ça peut être un one-shot, ça peut être une petite tournée, ça peut être une plus grande tournée, oui, avec l'harmonica ça va être chouette, allez hop, c'est parti, viens. Et alors j'essaie de me faire ma place en écoutant les enregistrements, et puis en jouant surtout, et souvent en travail d'équarrissage. Non, ça sert à rien, je retire, ça aussi, ça c'est dans les pieds de tel et tel instrument, et donc ça aussi. Et puis voilà, au fil des fois, en jouant avec les gens, je trouve ma place un petit peu comme ça, quoi. Voilà, en expérimentation. Voilà. Et donc, comme tu le dis, il y a beaucoup de diversité, il y a toute cette richesse dans les souffles, la différenciation que tu peux apporter dans les notes, les jeux des possibilités. Comment est-ce que tu as pu apprendre cet instrument qui, mine de rien, n'est pas visuel, c'est pas des cordes, ce ne sont pas des choses visuellement qu'on peut imiter, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que tu as pu l'apprendre, et surtout, comment est-ce que toi, à ton tour, tu as pu le transmettre? Ok, bonne question. Alors c'est un peu un parcours, je dirais, un petit peu atypique. Alors, je dis souvent que je suis autodidacte. Bon, c'est un petit peu un abus de langage en fait. Disons plutôt que j'ai souvent dû aller chercher une information, on va dire un petit peu de seconde main. Voilà, dans mes tout débuts à l'harmonica, moi je venais à la base de la guitare, donc c'est pas du tout évidemment le même. Tout son corps est impliqué en fait de nouveau d'une autre manière, enfin comme avec tous les instruments, tout son corps est toujours impliqué de la tête aux pieds, mais c'est évidemment complètement différent. Là c'est toute une question de respiration. Pour la respiration, ça pouvait être des copains, des copines, chanteurs, chanteuses qui disent ah, quand même niveau de ton placement tu devrais peut-être faire un petit peu comme ça. Et en fait je sais pas si on t'a déjà parlé du diaphragme. Oui, c'est le truc plus ou moins en bas là. Voilà, mais alors on cherche un petit peu effectivement, et voilà. Une autre fois ça a pu être aussi en travaillant en groupe. C'est un instrument qui est
un petit peu harmonique, on va dire, parce qu'on peut jouer plusieurs notes à la fois, mais c'est surtout un instrument mélodique. Alors, oui, quand il y a tel et tel accompagnement, tel et tel accord, tel et tel ensemble de notes qui sont joués derrière, ah tiens, ça c'est quoi? Ça, en fait, cet accord-là, on l'appelle comme ceci et comme ça, ah, ouais, sans déconner. Et donc voilà, c'est un apprentissage en fait qui est un peu de briques et de broc comme ça. Et puis aussi, je dois dire un petit peu avec tout ce qui est Internet aussi, ça a été une facilité. Parce que voilà, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, on est beaucoup éparpillés, mais là ça permet aussi d'avoir plein de contenus gratuits très facilement et parfois de grande qualité aussi. Donc j'ai complété un petit peu ça avec tout ça, mais c'est beaucoup une question de rencontre et le plus important, je dirais, c'est surtout la pratique en groupe, quoi. Donc, voilà. Ouais. Donc, tu as peaufiné au fur et à mesure. Maintenant, toi, tu donnes cours. Est-ce que tu sens qu'il y a une grande demande? Est-ce que tu as l'impression que c'est un instrument qui évolue dans le temps en forme d'intérêt? Ou est-ce qu'il est assez stable dans le temps? Ça reste un instrument de niche et voilà, il n'y a que quelques passionnés qui ont décidé de se lancer. Oui, bonne question. Alors maintenant, je pense que avec l'expérience, je dirais que c'est peut-être plutôt ce que tu as dit en dernier, ça reste quand même quelque chose un petit peu de niche. Et même les gens qui viennent me voir me disent pas je suis super fan de Little Walter, j'ai écouté tout du début à la fin, machin. Et donc c'est plutôt ce que j'entends le plus, ça peut être plein de choses. Surtout les adultes, ça va être c'est un instrument qui est petit, donc facile à transporter. Donc quand je rentre du boulot, que je suis dans les embouteillages, que ça avance pas trop, je peux sortir mon instrument et voilà, ça m'aide un peu à passer le temps. Ou quand je fais une balade en forêt, enfin, ça peut être des trucs comme ça, voilà. Ou quand je suis en voyage, c'est aussi, j'aime juste bien le son, mais sans avoir forcément de référence. Parfois, j'ai l'impression que c'est caché, c'est plus la représentation que les personnes se font de l'instrument. Et parfois aussi, ça arrive que les gens me disent j'ai fait de la musique quand j'étais plus jeune, mais là, je suis un petit peu dégoûté de la musique parce que je l'ai appris de manière académique et j'ai envie de faire un truc un peu plus facile. Alors je me dis, on va essayer de rendre ça, je sais pas si ce sera facile, mais on va essayer de rendre ça amusant en tout cas, et voilà, et en espérant que vu que c'est amusant, ce sera plus facile, si tu veux, c'est un petit peu ça l'idée, mais voilà, je dirais que c'est plutôt stable. J'ai eu l'impression à un moment avec la mort de Toots Thielemans, mais qui fait du chromatique, pas du diatonique, que j'ai peut-être eu un peu plus d'étudiants et d'étudiantes à ce moment-là. Mais ça reste une supposition. Peut-être que c'est juste un hasard aussi, en fait. Je sais pas du tout. Mais je crois que c'est plutôt un truc de niche quand même, effectivement. Voilà. Oui, parce qu'on se pose... Enfin, en tant que novice, on n'est pas forcément au courant de cette différence entre chromatique et diatomique. Donc, les gens arrivent en ayant déjà une certaine attente. Non, la plupart du temps, c'est toi qui leur demandes ce qu'ils préfèrent. Ou, faisant du diatomique, tu les orientes vers ce type d'harmonica-là. Ouais, moi c'est souvent ce que je leur dis en fait. Pour toutes les musiques, c'est une question c'est une question de vocabulaire en fait. Donc, pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une manière de le voir. Mais voilà, cette ambivalence-là, j'ai essayé d'expliquer de manière, j'espère, suffisamment claire. Mais ça, c'est un élément de vocabulaire. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Il y a les questions-réponses, par exemple. C'est vraiment un élément important du style. Et chaque musique, en fait, a son vocabulaire. Elle a son et il y a un savoir-faire dans le fait de s'approprier finalement ces propres phrases-là, de les digérer et puis d'oublier d'où ça vient finalement, et un peu comme n'importe quel langage finalement, en français dans lequel on est en train de s'exprimer ici, on a des expressions, on se dit ah tiens, ça c'est Julie, ça c'est Berthe, ça c'est telle et telle personne. C'est des expressions... on ne sait même plus exactement d'où ça vient, mais c'est notre manière à nous, peut-être poétique, de s'exprimer. C'est la même chose ici. Donc moi, je suis assez honnête avec ces personnages. Je dis, voilà, le vocabulaire que je maîtrise, on va dire, le mieux, c'est le blues. Mais je suis assez curieux aussi d'autres choses. J'ai déjà accompagné dans d'autres styles, pas que du blues, c'est beaucoup plus marginal, mais voilà, donc souvent je leur dis, on peut un peu aller dans votre direction, on peut un peu aller à gauche, à droite, et je pourrais vous accompagner dans une certaine mesure là-dedans. Mais si vous voulez vraiment aller dans le détail, alors à ce moment-là, oui, je suis clash avec eux, je leur dis, voilà, moi c'est le blues. Voilà, c'est le blues tout simplement. Ouais. Et on le sent, donc c'est un amour un peu éternel, un amour depuis le début. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de patte qui se laisse ressentir même quand tu vas dans un autre style ?
Spécifique à l'harmonica, tu veux dire? À l'harmonica et au blues, à toi, la manière dont tu ressens le blues et dont peut-être ça imprègne d'autres morceaux que tu voudrais pourtant d'un autre style, mais on percevrait un petit peu il y a une inspiration blues derrière. Oui, tout à fait. Enfin, pour ce qui est enfin, c'est un petit peu, je crois, l'horizon dans lequel tous les musiciens et toutes les musiciennes s'inscrivent, si tu veux. C'est toujours cet espoir que dans tout ce travail d'écoute, dans toutes ces découvertes, dans tous ces partages, dans toutes ces interactions avec d'autres musiciens, d'autres musiciennes, avec toutes ces expériences-là et tout ce vocabulaire qu'on emmagasine, c'est un jour pouvoir dire un peu les choses à notre manière, en fait. Alors, est-ce qu'on y arrive? Est-ce que j'ai mon propre style? C'est un petit peu difficile à dire, quoi. Tu vas te répondre à cette question-là, c'est plutôt aux personnes qui m'ont déjà écouté de répondre à la question. Si c'est le cas, j'en serais très flatté, mais moi je me sens un petit peu, peut-être pas tout à fait à ma place pour répondre si tu veux à cette question. Maintenant, c'est toujours intéressant de faire migrer cet instrument aussi, pour répondre à ta seconde question, dans un autre contexte. Moi pour l'instant, je suis assez. Je pense qu'à un moment ça va se faire. Je parlais tout à l'heure de musique garage, voilà, ces musiques des années 60, de tous ces jeunes américains voilà, qui essayaient en pleine Beatlemania de reprendre, d'un peu d'essayer de faire comme les Beatles, mais parfois pas toujours avec la même finesse, y compris au niveau de la maîtrise des instruments. Alors ça donne un truc un peu plus brut de décoffrage et qui a donné plus tard le punk. Et l'harmonica, parfois on l'entend là-dedans. Bon, c'est un harmonica qui est peut-être certainement moins virtuose en tout cas, mais voilà, c'est un petit peu rough on the edges, on va dire ça comme ça. Mais c'est très très chouette aussi. Donc voilà, ça fait partie des contextes dans lesquels je pense que je m'amuserais beaucoup. De la soul aussi, pourquoi pas. Voilà, des lignes de cuivre, voilà, à l'ancienne, pourquoi pas. En fait, oui, tout est imaginable, mais c'est vrai que c'est un instrument qui est très typé, quoi. Voilà, donc je me dis, en funk par exemple, est-ce que c'est pas mieux tout simplement de demander tu vois, à des sax ténors et alto et des trompettes de faire le boulot finalement plutôt que l'harmonica, ce qui est quand même assez typé, quoi. Mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Il y a pas de règle en musique, voilà. Et donc là, tu nous as parlé d'énormément de styles, le funk, le soul, le rock and roll, etc. J'avoue que je ne connais vraiment pas l'instrument, mais donc je me pose la question de comment est-ce que... Donc tu joues avec les volumes, mais en termes de sonorité, on a quand même toujours ce côté un peu mécanique, un petit peu strident de l'harmonica. Comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de chaleureux? Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a tendance à associer peut-être à la soul. En tout cas, dans mon inconscient personnel, j'ai tendance à considérer la soul comme quelque chose d'un peu plus rond, d'un peu plus chaleureux. Comment est-ce qu'on arrive à s'intégrer là-dedans et à passer d'un côté à quelque chose de super dynamique comme du rock et puis après à quelque chose de plus rond comme de la soul, et comment est-ce qu'on se différencie dans ces styles? Oui, c'est une très, très bonne question. Et on a même eu très peu d'expérience là-dedans. Ce serait peut-être un petit peu compliqué de répondre à ta question. Cela dit, il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu dis. C'est vrai qu'effectivement, chaque instrument, je pense, chaque instrument a un truc. euh, il a, on va dire, des qualités et des défauts. Je dirais le défaut intrinsèque un peu de l'harmonica, c'est peut-être ce côté un peu, un peu strident en fait. C'est très aigu, donc nos oreilles sont super sensibles à ça. Donc, autant faire les bonnes notes, quoi. Autant les faire correctement aussi. Voilà, avec une bonne, une bonne intonation, un bon son. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis aussi. Moi, la soul, je vois ça comme quelque chose aussi de très rond. Donc, quand j'entends des lignes de cuivre, j'ai envie d'entendre ce truc très, comment dire, très chaleureux, voilà, très, très. Et donc, j'ai peut-être pas envie d'entendre un harmonica qui est, tu vois, mis, je sais pas moi, dans un ampli à balle et hyper saturé. Ça, il sera peut-être pas tout à fait à sa place. Ou peut-être que si, en fait, si c'est l'effet qui est recherché. Mais donc, ce sera après juste une recherche de son, quoi, en fait, tout simplement. Voilà. Mais oui, de manière générale, j'essaie de faire en sorte que ce côté peut-être un peu strident de l'harmonica, qui soit pas trop présent dans mon jeu. Parce que c'est pas très très agréable, quoi, tout simplement. Donc j'essaie un petit peu de l'adoucir, on va dire ça comme ça. Mais on peut le faire de plein de manières différentes. La dynamique, par exemple, jouer très doucement, jouer moyennement fort, et parfois c'est bien aussi d'avoir un son strident, quoi. Voilà, qui pète un peu les oreilles, mais pas trop. Voilà, c'est un petit peu l'idée.
Ouais, bah, comme toujours, c'est toujours compliqué voilà. En fonction des morceaux et des attentes, on va toujours s'adapter en termes de volume. Mais alors, est-ce que tu t'es déjà laissé inspirer pour peut-être avoir tes propres compositions et créations? Oui, alors j'ai fait ça j'ai fait ça pendant tout un temps. Un peu en fait, si tu veux, c'est un peu lié à une autre de tes questions, un peu parce que l'harmonica étant un instrument qui est quand même demandé de manière plutôt marginale, et c'est un peu un truc de niche. J'adorais, on vient d'en discuter, j'adorais faire de la funk et de la soul, mais jamais aucun groupe de funk s'est dit les gars, c'est bon, les gars, les meufs, on arrête tout, on n'a pas d'harmoniciste, donc bah voilà. Pourtant, on a le sax, on a, voilà, on a la trompette, on a tout le machin, on a l'orgue, on arrête tout, c'est bon, ça marchera pas. Donc ça reste un truc très très de niche, c'est plutôt en blues. Et alors, je suis venu un petit peu finalement accidentellement au chant, si tu veux. Parce que un harmoniciste plus un chanteur, une chanteuse, c'est un petit peu compliqué de faire tourner tout ce beau monde. Donc voilà, progressivement ici, je commence à faire je dirais mes propres textes. Maintenant, c'est tout un autre apprentissage. Voilà, la voix est un autre instrument. Donc pour l'instant, j'y vais un petit peu à mon aise. Mais j'ai quelques concerts de prévus là ici où je vais chanter. Donc voilà, je suis très enthousiaste à l'idée de le faire. Et donc voilà, c'est déjà depuis plusieurs années que je le fais. Mais là maintenant, je me dis c'est quand même une musique chantée, donc si je veux faire quelque chose et que ça vienne du cœur et des tripes, il faut que j'apprivoise cet instrument aussi, et c'est ça qui me permettra, je pense, de faire des compos. Le blues est une musique chantée, mais comme la soul l'est aussi, la funk, je pense même le garage et le punk, c'est aussi, d'une certaine manière, enfin moi en tout cas celui que j'aime, le garage et le punk que j'aime, il y a un message, il y a des textes, et donc voilà. Et ça reste toujours des musiques chantées aussi, quoi. Donc ouais, ça c'est. Je sais pas si ça répond un peu à ta question ou pas, mais voilà. Pour l'instant, je me focalise aussi pas mal sur le chant. Je pense que ce serait ça ma source d'inspiration. Et voilà, du coup, ça me fait redécouvrir les textes. Voilà, je parlais de vocabulaire tout à l'heure. J'essaie de trouver le mien pour l'instant. Mais voilà, c'est pas encore très très abouti. Donc voilà, pour l'instant, c'est les standards et ça me va très très très, très bien. Voilà, essayer de revisiter un peu tous ces textes et leur redonner une seconde vie, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. D'être un peu un passeur d'histoire. Ça me va très bien. Donc tu t'es orienté vers la voix pour tes créations et justement passer cette histoire plutôt que l'harmonica en termes de composition. Il y a une raison particulière ou c'est juste que ça t'a semblé plus naturel? Oui. En fait, si tu veux, les premières expériences que j'ai eues à la composition, c'est ça qui est assez particulier. Bon, j'ai eu il y a quelques années de ça un groupe de blues rock qui s'appelait Calling Out the Dogs, et voilà, qui était très typé années 70. Non, je suis un petit peu passé à autre chose, mais c'était un groupe que j'ai fait avec pas mal de potes, et voilà, on kiffait cette musique-là, quoi, ce rock, on va dire, ouais, un peu burné, on va dire hard rock, mélangé un peu avec du blues. Et c'est vrai que je composais pas mal dans ce groupe. Et en fait, je me suis rendu compte que l'harmonica arrivait toujours en dernier. C'était toujours, tu vois, le petit icing on the cake. Bon, maintenant que tout est là, maintenant, je te parlais tout à l'heure de point de force, je vais mettre de l'harmonica ici. Pas là ça sert à rien, là non plus, il y en aura un là aussi, et puis voilà. Donc l'harmonica est souvent venu en second, et ce qui venait en premier par contre c'était toujours le texte, bien sûr, ouais, le texte. Donc voilà, j'écrivais beaucoup à ce moment-là, je chantais pas, mais voilà, et donc je co-construisais ça avec la chanteuse. Elle me disait ça, j'aime pas ça, donc je vais changer ce couplet là, et puis voilà, et puis ça j'aime pas chanter, ça sonne pas bien, donc on va changer telle et telle manière. Voilà, l'harmonica arrive toujours un peu en second. Le chant, je crois, est plus important pour pouvoir faire ces musiques-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression, quoi. En tant qu'accompagnateur, c'est différent. Là, mon boulot, il est différent. C'est juste comment essayer de rendre le plus canon possible, en fait, avec d'autres personnes, les idées d'une personne, quoi. Enfin, voilà, il parle de quoi ce morceau, de ça. Ok, super. Donc ça donne déjà peut-être un petit peu des idées. Et puis où est-ce qu'il y a une place pour mon instrument là-dedans, et qui empiéterait pas sur la place de la guitare, par exemple, ou de la voix. Ah, ici, ce serait peut-être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est super. Ah non, j'aime pas trop. Si je faisais ça plutôt comme ça. Ah bah oui, ça me va très bien. Voilà, c'est différent. C'est différent. J'ai plus d'expérience en tant qu'accompagnateur, en tout cas, que comme compositeur, quoi. Et donc, je suppose tu
ne peut pas faire en même temps chant et harmonica. Il y a moyen non, c'est pas possible. Il y a moyen un peu de les, il y a moyen un peu de les mélanger. Il y a moyen de les mélanger un petit peu. Oui, oui. Ces derniers temps, je m'amuse beaucoup avec juste du chant et de l'harmonica. Bah, si tu veux, je peux te montrer un petit peu, un petit. Don't you mind the people grinning in your face? Don't you mind people grinning in your face? Bear this in mind, a true friend is hard to find. To mind the people grinning in your face. Bon, voilà, tu vois ce genre de truc quoi. On mélange un petit peu les deux, on s'accompagne à la voix un peu en mode question. Question-réponse, j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu un élément de style. Et donc voilà, pour l'instant je m'amuse bien avec ça et aussi en groupe quoi. Voilà, là, c'est un petit peu moins limité, mais voilà, ce genre de truc là. Donc c'est vrai que ça marche tout à fait, même si on se pose la question de comment tu ne t'essouffles pas. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est deux, chanter et faire de l'harmonica, en fait, les deux sont sur le souffle. Donc, Oui, tout à fait, exactement. Mais à l'harmonica, en fait, diatonique, surtout en blues, tu vas beaucoup aspirer. Et donc finalement, c'est tout à fait complémentaire de la voix. Donc voilà. Donc là, j'étais pas en apnée depuis le début. Là, voilà, je suis pas au bord de la syncope, tout va bien. Mais donc voilà, c'est plutôt un équilibre en fait ça se complémente plutôt pas mal en fait, par rapport sans doute à d'autres instruments avant. J'ai imaginé faire la même chose avec un sax. Ce serait peut-être un peu plus chaud quoi. Mais là, ça tombe plutôt bien. On va dire ça comme ça. C'est un peu un hasard. Et donc là, tu parlais du fait d'accompagner, de pouvoir conseiller sur les paroles aussi, de parfois chanter, aussi de la diversité du blues, mais donc tout ça mélangé d'un point de vue culturel. J'en déduis qu'il y a beaucoup d'interprétations du blues, et il y a beaucoup de personnes qui vont dire « je préfère ça » ou « je préfère ça ». Selon moi, ça rentre dans le type de blues que je joue ou dans ma notion du blues. Comment est-ce qu'on arrive à trouver soit un compromis, soit à faire venir sur ses plates-bandes et sa perception du blues les autres instruments ? Ok. Ok, oui. Je vais essayer de répondre à ta question. C'est assez dense. Ça pose la question de plein de choses, en fait. Surtout dans cette perspective-là, tu vois, ce style-là en particulier, ça reste un style qui est, je dirais, folklorique. Donc, il y a un certain aspect, on va dire, peut-être tradition, qui est quand même relativement fort. Alors, va se poser après la question, comment est-ce qu'on passe des histoires, on va dire, pour reprendre un terme que j'utilisais tout à l'heure, sans se les approprier. Après, il y a peut-être la question du coup, l'appropriation culturelle, si tu veux, qui va se jouer. C'est une question, en fait, j'ai déjà discuté plein de fois de ça avec d'autres musiciens qui font un peu le même type de musique. C'est toujours la question, est-ce qu'on n'est pas un peu... est-ce qu'on est en fait des passeurs ou est-ce qu'on n'est pas un peu des imposteurs et des voleurs en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Maintenant, moi ce que j'essaye de faire en tout cas, quand je joue cette musique-là live, j'aime bien... en concert, j'aime bien parler de ces histoires, comment moi elles m'ont touché, qui les a chantées, comment cette histoire est passée on va dire de main en main, et c'est ma manière à moi, on va dire, d'essayer de m'inscrire un peu dans ce continuum. Mais c'est sûr que voilà, ici par exemple le morceau que je chantais, c'est un morceau de Son House, qui est un vieux musicien qui jouait dans les campagnes, voilà, dans delta du Mississippi, avec évidemment des conditions de vie hyper trash, voilà, qui a même un moment arrêté, qui a été musicien. Il y a vraiment toute une perception du bluesman, et en particulier aussi de la blues woman, qui est encore effectivement plus marginale. Ça se faisait pas à l'époque de parler des choses du commun, même au sein de la communauté afro-américaine en fait. Voilà, il y avait la musique religieuse, on va dire, qui avait une certaine aura, mais parler des choses du commun, parler des déboires, parler de l'alcool, parler des peines de cœur, parler de l'errance, c'est pas un truc qui se faisait. Donc il y a quelque chose effectivement d'éminemment subversif, et puis il faut aussi le remettre dans un contexte où
enfin voilà, la ségrégation, elle a jamais stoppé, mais à cette époque-là, et en particulier, j'imagine géographiquement, dans cette zone-là des États-Unis, je pense que ça devait être effectivement vraiment chaud. Donc c'est quelqu'un qui à un moment, parce que les Américains ne s'intéressaient pas, enfin de manière générale, ou c'était dans tout un réseau, c'était les Race Records, donc c'était vraiment un truc qui était, on va dire, marketé, pour le voir, utiliser un terme absolument horrible, mais pour les gens de couleur, pour utiliser un deuxième tout aussi horrible. Et donc il a arrêté complètement la musique pendant tout un temps, il a fait d'autres petits boulots, sa musique a été redécouverte bien plus tard par des musiciens blanc américain, voilà. Donc il y a toute une anecdote comme ça où justement un harmoniciste qui s'appelle Alan Wilson, que j'aime vraiment beaucoup, qui faisait partie du groupe Can Heat, lui a même réappris à faire ses propres morceaux, et ils ont même enregistré ensemble. Enfin voilà, c'est assez cocasse. Donc j'ai pas cette vie là, moi, en tout cas, voilà. Donc c'est sûr que j'imagine quand il chante ce morceau Green in Your Face, qui parle en fait un peu de choses très universelles, mais voilà, dans son interprétation, il est super déchirant, quoi. Il y a quelque chose dans ce texte de oui, c'est un peu une espèce de vœu pieux, quoi. Il faudrait se moquer des quand dira-t-on, mais quand même voilà, c'est pesant de voir tous ces gens qui font la grimace, qui haussent les yeux, etc. Et voilà, c'est quelque chose finalement de super universel. Moi, j'essaie de me rattacher à ça et de me dire c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti, que d'autres personnes ont sans doute déjà ressenti, et j'essaie de faire vivre cette histoire-là, voilà, avec ma petite voix voilà, de bruxellaire de 35 ans, quoi, tu vois, qui n'a pas du tout vécu les mêmes choses, mais voilà, j'essaie de faire passer cette histoire-là sans me l'approprier, je l'espère, en tout cas, voilà, mais c'est sûr, je ne suis pas Son-House, quoi, voilà, ça c'est sûr. Donc oui, il y a toujours cette question-là aussi, donc ouais. C'est une question complexe. Je sais pas si ça répond à ta question ou pas, en fait. J'ai l'impression que je suis un peu parti sur les questions d'appropriation. Non, mais c'est bien parce que ça contextualise okay. aussi justement toute la complexité de ce style musical et en fait du fait qu'il est vraiment porteur, culturellement parlant, d'un bon bagage, quoi. C'est vraiment pas facile. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi d'une certaine manière leur rendre hommage et essayer que l'histoire ne se répète pas, de partager leur musique et de partager un petit peu ce qu'ils avaient à raconter et à dire de leur réalité? Oui, je pense aussi. Je pense qu'il y a une légitimité en fait à faire ça. C'est sûr que en fait, si ces idées-là, ces questionnements sur l'appropriation culturelle me viennent, c'est peut-être aussi parce qu'il faut remettre dans le contexte ce qui s'est passé avec les développements. En fait, il y a une espèce de mouvement d'aller-retour, en fait. Donc cette musique-là, dans une Amérique en tout cas qui était très ségrégée, qu'il est encore aujourd'hui sous beaucoup d'aspects, mais à cette époque-là, ça devait être effectivement encore plus aigu, on va dire, comme problème. Bon, c'est après, via les jeunes anglais, voilà, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, plutôt aux alentours des années 60, c'est une musique qui a été redécouverte, en fait, qui a été exportée, et puis qui a rebougé aux États-Unis. Et puis il y a plein de jeunes qui, via des groupes comme les Rolling Stones, par exemple, se sont dit « Ah ouais, Muddy Waters, je connais pas. » Mais ça déchire, en fait, c'est trop bien. Et donc voilà, il y a eu après Après, c'est un petit peu compliqué, parce que même ces musiciens-là, à l'époque, ils étaient... Je pense qu'un Elvis Presley, par exemple, je pense qu'il était, pour en parler, tu vois, voilà, qui lui a donné le rock'n'roll. Mais en fait, si tu écoutes bien ces titres, c'est des titres de blues, quoi. That's Alright Mama, c'est voilà, Arthur B. Boyd Crudup, et c'est vraiment repompé vraiment tel quel et identique. Si on le remet un peu dans le contexte, moi je pense qu'eux, c'était des vrais fans de cette musique. Mais maintenant, après, c'est toute la machine derrière, on va dire, un peu capitaliste, quoi. Tu vois, voilà, c'est des produits qu'on vend. Voilà, le rock'n'roll, ça permet aussi de vendre, je sais pas moi, des voitures, des jukebox, des hamburgers, et de vendre aussi à cette nouvelle catégorie qui sont les adolescents. Et bon, voilà, et donc du coup, c'est un peu la BO, on va dire, de tout ce machin-là. Et c'est souvent des musiciens qui n'étaient pas crédités aussi. Donc, je pense que eux, en fait, ces bluesmen, ils s'en foutaient un peu. En fait, ces bluesmen, ces blueswomen, ils s'en foutaient de tous ces partages-là, parce que eux-mêmes, en fait,
piquaient leurs histoires en fait et les refaisaient à leur manière en ajoutant leurs propres couplets tirés de leur expérience personnelle ou de trucs qu'ils ont entendus en voyageant, etc. Donc je pense que si cette question-là de l'acculturation, elle m'est venue, c'est aussi parce qu'il y a eu toute cette histoire-là qu'il faut pas nier aussi. Il y a plein de musiciens afro-américains qui sont morts dans la misère et pas reconnus. Et à côté de ça, tu as des groupes comme par exemple Led Zeppelin qui, je trouve que c'est des super chouettes arrangeurs, c'est une musique que j'ai beaucoup aimée, mais quand ils créditent jamais aucun truc et puis que eux ils se font des millions, ils ont leur jet, leur machin, et qu'à côté de ça, tu vois, t'as des, je sais pas moi, t'as des Big Mama, tu as des Willie Dixon qui ont plus de carrière, qui sont à peine reconnus, enfin voilà, en fait, c'est plus pour ça qu'ils se sont collés des procès au cul, je crois, tu vois, parce que sinon, intrinsèquement, il se passait de toute façon les histoires, ils se les volaient, en fait, même pas qu'ils se les volaient, ils se les empruntaient et puis ils ont un autre truc, quoi, en fait, tout simplement. Donc, je crois que voilà, c'est plus pour ça que je me pose cette question-là aussi, quoi. Voilà. Maintenant, les temps ont peut-être changé aujourd'hui, mais voilà. Mais de manière générale, voir la musique comme un produit, c'est un produit commercial, en tout cas, c'est la pire chose qui puisse exister. De toute façon, voilà. C'est atroce comme idée, donc voilà. Et c'est totalement contre-productif. Je pense que la musique, par définition, elle voyage, quoi. Elle voyage de main en main, de bouche en bouche et d'oreille en oreille. Voilà, en fait, tout simplement, et qu'elle appartient à personne, en fait. Mais voilà. Après, il faut bien vivre et il faut bien manger. Mais bon. Tout à fait, mais est-ce que c'est pas là justement que c'est compliqué d'associer un style à une musique? Parce qu'en fait, comme elle voyage, comme elle varie, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que chacun l'enrichit avec ses connaissances, son histoire. C'est un peu là toute la complexité. Bon, voilà, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans notre podcast, mais où est-ce qu'on met des limites? Où est-ce qu'on laisse justement cette place à la création? Oui, comment est-ce qu'on s'en sort en fait un peu dans tout ça, surtout toi qui es à ce point passionné dans ces différents styles et leurs limites Comment est-ce qu'on s'en sort? Je pense que c'est en essayant... c'est une question qui est très complexe. Je pense que, en particulier, c'est peut-être moi là ici qui part dans des hypothèses perso, mais c'est l'importance aussi, je pense, de faire vivre ces musiques-là comme ce qu'elles sont, en fait, comme étant profondément rattachées à des cultures. Alors maintenant, les cultures, elles évoluent, elles se mélangent aussi, et c'est ça qui est super chouette. Mais il y a, je pense, en fait, par le fait et on est tous là-dedans aussi. Enfin, là, j'ai eu des groupes, je connais un peu comment ça fonctionne. C'est horrible, il faut pouvoir, voilà, mais c'est comme ça, il faut pouvoir se vendre. Et il y a toujours un peu cette espèce de mythe, c'est très commercial en fait, c'est nouveau, c'est complètement en rupture de chic et de tchac. En fait, si je suis tout à fait honnête, non, en fait, non. Moi, je sais d'où viennent mes idées. En fait, je m'en fous qu'on me les vole, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ou qu'on me les emprunte, voilà. Donc ouais, c'est plus en essayant, pour répondre à ta question, c'est plus peut-être en essayant de voir la musique, j'ai l'impression, en tout cas, plutôt comme... ouais, dans ce sens-là, en fait, dans le sens de culture vivante, voilà, et de passeur d'histoire. Donc je pense que même un groupe comme, j'en parlais ici tout à l'heure, un groupe comme Led Zeppelin s'inscrit là-dedans. Maintenant, vu qu'on vit dans une économie qui est effectivement ce qu'elle est, le fait qu'à côté de ça, tu as des musiciens et des musiciennes qui crèvent de faim et qui ne sont pas crédités, là ça craint et donc il faut faire quelque chose. Mais en soi, je crois que sur le principe, oui, effectivement, eux en ont fait quelque chose de différent. Par exemple, tu vois, ils ont volé When the Levee Breaks de Memphis Minnie, qui est une super chouette blues woman, qui est morte complètement dans l'oubli, et qui en plus, faut pas l'oublier aussi, était une femme à l'époque, et une femme qui chante du blues. Il fallait quand même en avoir dans le beat pour chanter ça, quoi, chanter des trucs du commun, en tout cas. Moi, quand je vois ce qu'ils en ont fait, comment ils l'ont arrangé, je me dis, c'est super chouette. On est parti d'un morceau avec juste de la mandoline et de la voix, et on arrive à une espèce de blues hyper poisseux, hypnotique, avec des guitares distordues. Les accords sont différents, il y a plein de choses qui changent. Je me dis, en fait, musicalement parlant, si on met de côté vraiment tout ce côté crédit et tout ce côté financier, en fait, bien joué. C'est une histoire qui vit d'une autre manière, donc
Donc moi, j'ai rien fondamentalement contre ça. Si j'écoute le morceau un peu sorti de ses conditions de production, je me dis, super cool. Et les deux morceaux, d'ailleurs, je les apprécie. Mais c'est juste effectivement, créditer la musique, quoi. Surtout dans ce contexte, dans un contexte tel que celui-ci, quoi. Voilà, s'ils aiment cette musique-là, ils savent aussi quelles étaient les conditions de ces musiciens et musiciennes. Et donc, un petit retour d'ascenseur, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. C'est un point sur lequel tu es revenu plusieurs fois, les femmes. Effectivement, ouais. Effectivement. Elles étaient quoi? En fait, pourquoi est-ce que c'était plus difficile pour elles? Parce qu'à l'époque, non seulement elles étaient de couleur, mais en plus, elles étaient femmes et on était très loin de cette avancée en cours de route, toujours, mais de l'égalité des genres sur le secteur musical. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui les a motivées? Est-ce que tu as une idée? Parce que voilà, nous on ne connaît pas. Qu'est-ce qui les a poussées à risquer tout pour le tout et de se dire, ok, si les hommes peuvent s'exprimer sur la réalité, nous aussi? Mais en fait, c'est très complexe. Et d'ailleurs, si ça intéresse certaines personnes, je recommande un bouquin qui en parlera certainement bien mieux et dans plus de détails que ça. Ce bouquin s'appelle Le pays où naquit le blues de Alan Lomax, qui est voilà, un ethnomusicologue qui a travaillé pour la Library of Congress et qui a vraiment sillonné les États-Unis avec un petit enregistreur tout pourri et qui a enregistré en fait plein de musique folklorique, pas uniquement du blues d'ailleurs. Et donc, il a discuté aussi avec les personnes qui faisaient cette musique-là avec beaucoup de respect, de bienveillance et d'intérêt. Et voilà, c'est un super chouette bouquin. Mais alors, c'est très complexe. Il y a vraiment, effectivement, en particulier dans l'histoire du blues, il y a une espèce il y a eu pendant tout un temps, en tout cas, une séparation entre la musique religieuse, les spirituals en particulier. Après, ça a donné le gospel, etc. Et puis, il y avait la musique plutôt païenne. Alors je pense que dans les deux cas, en fait, pendant longtemps, ma lecture des choses, ça a été de me dire, c'est peut-être mon côté effectivement profondément athée, peut-être trop, en tout cas à l'époque quand j'étais ado, voilà, athée un peu concon, mais il y a autant un message qui passe, je pense, il y a autant des choses qu'on dit de la réalité dans les spirituals, mais ça va être en convoquant certaines images bibliques par exemple, etc. Et c'est une manière un peu déguisée, très poétique aussi de parler parfois de plein de choses en fait, et ça peut être notamment l'oppression, la ségrégation raciale, etc. Et dans le blues, effectivement, il y a un truc peut-être un peu plus brut de décoffrage et il y a aussi des images, des manières effectivement détournées de parler de plein de choses différentes. Mais voilà, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, il y avait une séparation entre les deux et on va dire que le blues était plutôt mal vu au sein de cette communauté-là. Ça se faisait pas en fait de parler des choses, de la réalité en tout cas aussi crûment. Et alors, je ne sais pas exactement pourquoi, c'est peut-être lié à plein de choses différentes, mais peut-être même aussi, tu vois, c'est aussi une histoire qui n'a pas arrêté, quoi, le fait que c'est une société patriarcale, comme la nôtre ici, je veux dire, en Europe, mais... donc il y a peut-être tout ça qui a joué effectivement, mais c'est vrai que le blues était plutôt chanté il était plutôt chanté par des hommes en fait, voilà. Et il y avait plutôt un public féminin, on va dire, qui chantait tout ce qui était spirituals et compagnie et gospel, etc. Après maintenant les lignes ont un petit peu bougé, etc. Mais c'est vrai que de manière générale, j'associe sans doute, alors je sais pas si c'est à tort ou pas, mais le fait d'effectivement être un peu vu un peu comme, il y a ce côté un peu subversif de parler de la réalité aussi crûment, et peut-être aussi le fait dans une société de nouveau patriarcale, de se le dire, ok, en fait je suis une femme racisée, et en fait je veux aussi parler de la réalité crûment, et je vous emmerde. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée, quoi, si tu veux. Mais je me dis que ça devait être effectivement plus compliqué, et c'est peut-être pour ça en fait que y en a moins, ou alors qu'on les connaît un petit peu moins aussi, quoi. Voilà, c'est juste ça ma réflexion par rapport à ça.
Voilà. En tout cas, on passe le message, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui sont passionnées de blues, c'est le moment de se révéler. On est à l'écoute. Mais il y en a plein, il y a plein de super chouettes artistes. Alors je vais peut-être dire les noms ici, j'aime pas faire du name dropping, mais voilà, j'encourage d'aller écouter ce qu'elles font. J'ai parlé tout à l'heure de Memphis Minnie, qui est super chouette. Big Mabel aussi, je suis super fan. Elle a plein de textes qui sont aussi super drôles et bien sentis aussi. Voilà, il y en a plein d'autres aussi. Lil Johnson, enfin voilà, il y en a plein. Voilà, il faut les écouter aussi. Big Mama aussi, Thornton bien sûr. Enfin voilà, il y a plein de figures comme ça aussi qui sont super chouettes, peut-être un petit peu moins connues, mais qui valent vraiment la peine aussi d'être écoutées, quoi. Voilà. Et tu parlais du fait que donc, tu avais des nouveaux projets, où tu serais peut-être un peu plus chanteur. Forcément, tu continues ton amour avec l'harmonica, le blues et d'autres groupes. Est-ce qu'il y a un moyen de rester informé via une page, un réseau, de tes nouveaux projets, de potentielles dates qui devraient Alors venir? ici, moi, pour l'instant, c'est vrai que là, les projets, enfin, soit si tu veux, j'accompagne des projets qui sont pas les miens, soit j'accompagne, et donc c'est souvent un peu plus ponctuel, comme je le disais tout à l'heure. Mais là, maintenant, ici, je recommence un peu à prendre du service. Alors, je sais pas si je peux parler de mes projets, parce que je les construis aussi avec d'autres personnes, mais en tout cas, on a quelques concerts qui arrivent ici, et on va faire du blues dans ce style-là, un petit peu, enfin, dans cette perspective-là, passeur d'histoire. Donc, on va faire du rhythm and blues, on va faire du drum blues, donc des trucs un petit peu plus jazz, et on a quelques dates qui arrivent ici. Bon, voilà, j'ai pas mal de dates en février où je joue en quartet et en quintette, voilà, qui vont arriver ici. Donc je dirais peut-être plus sur ma page Facebook et Instagram perso, quoi. Donc voilà, Bert Werbrook, voilà, tout simplement. Voilà, exactement. Mais les réseaux sociaux, je suis pas le plus grand expert, mais j'annonce quand même les trucs, voilà, suffisamment à l'avance, j'espère. Mais voilà. Parfait. En tout cas, on veillera à en faire la promotion Merci. quand ça arrivera. Merci beaucoup pour Avec grand l'interview plaisir. et le partage de connaissances. J'espère que ça aura invité de nombreux de nos auditeurs et auditrices à se lancer et à chercher un petit peu plus d'informations sur le sujet. À nouveau, une rencontre pleine de découvertes. On a pu apprendre énormément de choses. Moi, la première, d'ailleurs, petit erratum, j'ai découvert maintenant la différence entre un harmoniste qui gère les harmonies et un harmoniciste qui joue de l'harmonica. On espère que Bert a pu vous immerger dans l'univers non seulement de cet instrument, mais surtout de son amour pour le blues et d'à quel point ce type musical et ce genre est chargé culturellement d'une histoire à part entière. Et comme d'habitude, ceci nous a éveillé de nombreuses questions. Pour commencer, jusqu'à quel point est-ce que l'appréciation du son d'un instrument va influencer sa célébrité ? Souvent, quand on écoute la musique, on donne de l'importance au son, à la qualité du son, à la mélodie, au rythme, mais à quel point et de quelle manière les respirations et les silences peuvent être porteurs de sens? Dans l'interprétation et la transmission, où se place la frontière entre passeur et voleur ? Quelles sont les limites de l'appropriation culturelle et quelles précautions pourraient être prises pour pas passer par un voleur de l'histoire d'une certaine communauté? Et en fait, tout simplement, est-ce que même le terme de voleur peut se présenter lorsqu'on parle de musique et d'histoire ? On vous laisse y penser.